Mon nom est Angelo. Je suis médecin depuis des années, spécialisé en chirurgie générale et en soins intensifs. Tout au long de ma carrière, je suis entré dans des salles d'opération qui ressemblaient à de véritables champs de bataille contre le temps. J'ai accompagné des cas où la médecine disposait de toutes les ressources et, malgré tout, l'issue n'a pas été celle attendue. Mais j'ai aussi vécu des situations où, en l'absence d'explications scientifiques, quelque chose de plus grand semblait intervenir. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une de ces histoires qui n'ont jamais quitté ma mémoire. Des histoires qui me rappellent, chaque jour, que la médecine va au-delà des bistouris, des protocoles et des diagnostics. Il existe des moments où nous ne sommes que les témoins de quelque chose d'inexplicable. Cette nuit-là, lorsque je suis entré dans la salle d'opération, je n'avais aucune idée que j'étais sur le point de vivre l'un des épisodes les plus marquants de ma vie professionnelle. J'étais épuisé, sortant d'une garde de près de 36 heures, mais l'urgence de ce cas exigeait toute mon attention. Je savais que la vie d'un jeune homme ne tenait qu'à un fil, et que chaque seconde pouvait définir son destin. Je ne suis pas le genre de médecin qui parle beaucoup de sa vie personnelle, mais il y a quelque chose que vous devez peut-être comprendre avant d'entendre cette histoire. J'ai toujours cru profondément en la science. J'ai été formé pour me fier aux chiffres, aux examens, aux preuves. Et jusqu'à un certain point, cette foi dans la logique m'a soutenu pendant d'innombrables nuits de garde. Cependant, lorsque la vie décide de nous surprendre, même les vérités les plus solides que nous avons apprises peuvent vaciller. C'est ainsi que cette nuit a commencé. Je me souviens d'être entré à l'hôpital et d'avoir senti l'atmosphère tendue. Les infirmières étaient agitées, les aides-soignants couraient d'un côté à l'autre et le patient était déjà préparé pour la chirurgie d'urgence. Il n'y avait pas de temps pour de longues discussions, seulement pour des décisions rapides. Je me rappelle encore la première fois que je l'ai vu allongé sur la civière. C'était un jeune homme d'un peu plus de 20 ans, pâle, les yeux fermés, la respiration courte et irrégulière. Le moniteur montrait déjà des signes inquiétants. Il avait perdu beaucoup de sang et, à ce moment-là, c'était comme si son corps se trouvait suspendu sur un fil ténu entre la vie et la mort. Alors que je me préparais pour l'opération, une infirmière s'est approchée et m'a dit à voix basse « Docteur, la famille est désespérée. Ils veulent savoir s'il va survivre. » Je l'ai regardé, j'ai respiré profondément et j'ai répondu « Dites-leur que nous ferons tout ce qui est possible. » Ce n'était pas seulement une réponse protocolaire, c'était la vérité. Mais au fond de moi, je savais que nous faisions face à un combat inégal. Et c'était justement cela qui rendait tout encore plus marquant. Lorsque l'espoir semble minime, chaque geste dans la salle d'opération se transforme en une bataille pour la vie. Et ce fut cette nuit-là, face à ce patient, que la science et l'inexplicable se sont rencontrés. Cette nuit-là, j'étais devant une scène que je n'aurais jamais imaginé vivre. Le patient était déjà sur la table d'opération, et sa vie semblait s'échapper à chaque battement. Le moniteur sonnait de manière irrégulière, les chiffres chutaient, et tous dans la salle savaient que le temps jouait contre nous. Je me souviens clairement du lourd silence qui régnait quelques secondes, brisé seulement par les bruits des machines et les pas précipités de l'équipe. La respiration du jeune homme était instable, son corps commençait déjà à montrer des signes de défaillance, et le regard des professionnels autour de moi reflétait la même question que je portais en moi. Allions-nous encore réussir à le sauver ? Et avant de continuer cette histoire, je dois vous demander quelque chose. À vous qui me regardez, cette chaîne ne grandit que parce que vous y participez activement. Alors, faites partie de ce mouvement. Abonnez-vous maintenant, activez les notifications et écrivez dans les commentaires une phrase que je garde toujours avec moi dans de tels cas. Je crois au miracle. J'ai besoin d'au moins 100 commentaires pour que YouTube diffuse cette vidéo à davantage de personnes, et je sais que vous pouvez m'y aider. Revenons à cette nuit. L'atmosphère dans la salle était d'une urgence extrême. L'équipe d'anesthésie était déjà prête. Les infirmières vérifièrent les instruments, et les techniciens organisaient chaque détail. C'était une chorégraphie silencieuse de mains qui savaient qu'elles n'avaient pas droit à l'erreur. Pourtant, malgré toute cette synchronie, une ombre nous accompagnait, la sensation que nous pouvions perdre ce jeune homme à tout instant. J'ai senti un serrement dans la poitrine lorsque j'ai touché le patient, pour la première fois. Sa peau était froide, pâle, son corps affaibli révélait le combat silencieux qui durait déjà des heures avant qu'il n'arrive jusqu'à nous. Il avait subi une hémorragie interne grave et son organisme commençait déjà à s'effondrer. L'anesthésiste m'a lancé un regard ferme et a dit « Docteur,
Les signes vitaux chutent rapidement. Nous devons agir maintenant. J'ai hoché la tête et répondu sans hésiter. Commençons. Là, à cet instant précis, la vie d'un jeune homme était littéralement entre nos mains. Et c'est à ce moment-là que j'ai perçu quelque chose de différent dans l'atmosphère. Je ne sais pas l'expliquer scientifiquement, mais il y avait une énergie presque palpable dans la salle, comme si quelque chose de plus grand était présent. Malgré toute la pression, une partie de moi sentait que nous n'étions pas seuls pendant cette opération. À mesure que les minutes avançaient, le moniteur émettait des signaux d'alerte de plus en plus préoccupants. Chaque bip résonnait comme un rappel cruel de la proximité de la limite. L'équipe était en concentration totale, mais je pouvais percevoir dans les yeux de chacun ce mélange de peur et d'espoir. Dans mon esprit, je répétais « Il ne peut pas céder maintenant. Pas ici, pas aujourd'hui. » Et, dans ce décor où la science montrait ses limites, c'est alors que l'inattendu commença à donner des signes qu'il était sur le point de se produire. Avant d'ouvrir le champ opératoire, mon esprit fut envahi par une image qui n'a jamais quitté ma mémoire. Le regard de la mère de ce jeune homme. Peu avant qu'il ne soit emmené en salle, elle tenait sa main si fort qu'elle semblait vouloir lui transférer sa propre vie. Les larmes coulaient silencieusement sur son visage, mais ses yeux brillaient d'une foi inébranlable. Quand je me suis approché, elle a levé la tête, toujours les doigts entrelacés à ceux de son fils, et m'a demandé à voix basse « Docteur, il va résister ?» Ce fut l'une des questions les plus difficiles que j'ai jamais entendues. Non pas parce que j'ignorais la gravité, mais parce qu'à cet instant, je ne voulais pas donner une réponse froide, basée uniquement sur des statistiques. J'ai respiré profondément, posé ma main sur son épaule et répondu « Il est entre de bonnes mains. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir. » Elle a fermé les yeux, comme si cette phrase était le dernier fil d'espoir auquel elle pouvait se raccrocher. Le jeune homme, appelé Gabriel, n'avait que 23 ans. Étudiant en ingénierie, plein de projets pour l'avenir, décrit par ses amis comme quelqu'un toujours prêt à aider. Cette nuit-là, un accident de voiture avait radicalement changé le cours de son histoire. Le choc avait été violent, et bien qu'il ait survécu à l'impact initial, une hémorragie interne silencieuse mettait sa vie en danger. Pendant que l'équipe préparait les instruments, je pensais à combien, souvent, nous ne voyons pas les visages derrière les statistiques médicales. Pour beaucoup, il ne serait qu'un patient polytraumatisé avec hémorragie abdominale. Mais pour cette mère qui attendait dehors, il était tout. Fils, ami, avenir. Et c'était précisément ce poids humain qui rendait la responsabilité si écrasante. À l'intérieur de la salle, il y avait un contraste frappant. D'un côté, la précision presque mécanique de l'équipe, chaque geste calculé, chaque action synchronisée. De l'autre, la vulnérabilité d'un corps jeune, fragile à cet instant, qui luttait en silence pour sa vie. L'anesthésiste surveillait les signes vitaux avec la tension visible sur le visage. L'une des infirmières murmura pour moi « Docteur, il est si jeune, cela ne peut pas être la fin. » Ces mots résonnèrent en moi. Ce n'était pas seulement une opération, c'était la tentative de sauver une histoire qui commençait à peine. Alors que je me lavais les mains et que je me préparais à commencer, je me suis souvenu de quelque chose que mon maître de résidence répétait toujours. N'oubliez jamais que chaque patient est plus que le corps devant vous. Il porte des rêves, des souvenirs et des personnes qui dépendent de lui. Et à ce moment-là, cette phrase prit encore plus de sens. Gabriel n'était pas seulement un cas clinique. Il était un fils aimé, un étudiant prometteur, quelqu'un qui avait encore toute une vie devant lui. Quand les portes de la salle se sont refermées, j'ai compris que nous étions isolés du monde extérieur. Dehors, la famille priait en silence. Dedans, nous étions sur le point de mener une bataille contre le temps, contre la perte de sang et contre toutes les statistiques qui, à cet instant, jouaient contre nous. Et au milieu de cette tension, quelque chose en moi disait que ce ne serait pas une opération ordinaire. Les premières incisions furent pratiquées, et il devint vite clair à quel point le défi était immense. L'abdomen de Gabriel était envahi de sang. L'hémorragie était massive et diffuse, signe que de multiples vaisseaux avaient été touchés lors de l'accident. Le champ opératoire nous permettait à peine de distinguer les structures avec clarté. C'était comme si la vie s'écoulait sous nos yeux. L'anesthésiste éleva la voix pour être entendu de tous. Pression en chute, 70/40. Cette phrase résonna comme une alarme dans mon esprit. Le temps n'était plus seulement précieux, il était vital. J'ai ordonné rapidement. Aspiration immédiate. J'ai besoin d'un champ clair maintenant. Les infirmières obéirent aussitôt, mais le flux de sang semblait sans fin.
À chaque seconde, la pâleur du corps de Gabriel s'accentuait. Son cœur, jeune et fort, tentait de résister, mais les moniteurs révélaient un combat inégal. La salle d'opération, habituellement remplie de conversations techniques et d'instructions rapides, était plongée dans un silence tendu, brisé seulement par les machines et mes ordres brefs. Tous savaient qu'il n'y avait aucune marge d'erreur. Un des internes qui m'assistait murmura presque sans voix « Docteur, nous n'allons pas y arriver. » J'ai tourné le visage vers lui et j'ai répondu avec fermeté « Si nous allons y arriver, il ne partira pas aujourd'hui. » C'était plus qu'une réponse professionnelle. C'était une promesse que je me faisais à moi-même et d'une certaine manière aussi à la mère qui attendait dehors. Nous avons commencé à rechercher l'origine principale du saignement. Nous avons localisé une lésion grave sur l'artère mésentérique, responsable de l'irrigation d'une partie de l'intestin. À chaque tentative de contrôler l'hémorragie, le sang jaillissait avec une force qui semblait se moquer de nos efforts. J'avais déjà participé à de nombreuses chirurgies complexes, mais cette nuit-là, chaque pas était comme marcher sur une corde raide prête à se rompre. L'anesthésiste annonça de nouveau, cette fois avec une voix chargée d'inquiétude, « Fréquence cardiaque en chute. Il est en choc hypovolémique. » Mon cœur s'accéléra. Mentalement, je regardais l'horloge. Nous étions déjà dans des minutes critiques. La quantité de sang perdu était massive, et même avec les poches de transfusion administrées, il semblait que nous n'arrivions pas à compenser la perte aussi rapidement qu'elle survenait. C'est à cet instant que je me suis trouvé face à la limite de la médecine. Les protocoles indiquèrent les étapes à suivre, mais le corps de Gabriel ne réagissait pas comme prévu. La science disait que les chances s'épuisaient, mais, pour une raison que je ne saurais expliquer, je ne pouvais pas accepter ce dénouement. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit à l'équipe « Restez concentrés. Tant qu'il y a un battement, le combat continue. » Ces mots semblèrent raviver la détermination de chacun. Des gestes rapides, des mains fermes, des regards fixés. C'était comme si, à ce moment-là, toute la salle avait un seul cœur battant à l'unisson avec le sien. Pourtant, les signes vitaux continuaient de chuter. Le moniteur, autrefois rempli d'ondes fortes et régulières, commençait à montrer une ligne presque plate, entrecoupée de faibles pics. Le son des alarmes emplissait la salle comme un avertissement cruel. Nous étions sur le point de le perdre. Et ce fut précisément quand l'espoir semblait disparaître que quelque chose d'inattendu commença à se produire. Le moniteur lança une alarme plus aiguë. La ligne cardiaque était presque nulle, et le silence qui suivit fut suffocant. Pendant un instant, tous dans la salle d'opération ressentirent le poids de l'inévitable. Je regardais l'abdomen ouvert de Gabriel et son visage pâle. C'était comme si la vie avait décidé de nous glisser entre les doigts. J'ai commandé « Massage cardiaque maintenant ». L'interne commença les compressions thoraciques, tandis que l'anesthésiste ajustait les doses d'adrénaline. Toute l'équipe se trouvait dans un état de tension extrême. Chaque geste semblait porter le poids du destin. L'horloge au mur avançait implacablement, et je savais que nous dépassions déjà la limite acceptable de temps sans réponse. C'est alors que cela arriva. Au sommet de cette lutte, quand la logique ne soutenait plus aucun espoir, j'ai senti une étrange paix envahir la salle. C'était comme si, pendant un bref instant, le temps avait ralenti. Le son des alarmes paraissait lointain, les voix étouffées. Je me souviens d'avoir regardé le visage de Gabriel et, durant une seconde inoubliable, avoir eu la nette sensation que nous n'étions pas seuls. Je ne peux pas expliquer. Ce n'était rien de visible, mais l'atmosphère avait changé, comme si une présence invisible avait pris possession du lieu. Certains diraient que ce n'était que l'adrénaline, d'autres parleraient d'une illusion causée par le stress extrême. Mais, au fond de moi, je savais qu'il y avait quelque chose de plus. L'instant d'après, contre toute probabilité, le moniteur émit un bip puissant. La ligne qui se rapprochait de la platitude recommença à montrer des ondes, fragiles mais vivantes. Le cœur de Gabriel avait repris son rythme. Un des internes s'exclama, presque incrédule, « Il est revenu !» Les mains qui jusque-là tremblèrent de tension se mirent à bouger avec une énergie renouvelée. L'équipe travailla comme si elle avait reçu une seconde chance, et nous parvînmes enfin à contrôler l'hémorragie et à suturer l'artère. Le saignement cessa progressivement, et les signes vitaux commencèrent à se stabiliser. La mère, dehors, n'avait aucune idée de ce qui se déroulait à cet instant précis. Mais, dans la salle, nous savions tous que nous venions d'être témoins de quelque chose de rare, de quelque chose qui dépassait la simple technique médicale. Pendant que nous terminions l'opération, un silence respectueux s'installa. Ce n'était plus le silence de désespoir du début, mais un silence de révérence.
Chaque regard échangé entre les membres de l'équipe portait la même question non dite. Comment cela avait-il été possible? Lorsque le dernier point fut posé et que le champ opératoire fut retiré, je respirais profondément et regardais encore une fois le moniteur. Le cœur de Gabriel battait fort, obstiné, comme s'il refusait d'abandonner. À ce moment-là, je savais que ce n'avait pas été seulement une victoire de la science. Nous avions été témoins de quelque chose qui défie les explications, quelque chose que, malgré toutes mes années d'expérience, je ne parviens toujours pas à mettre en mots. Et c'est ainsi que cette nuit-là, la ligne ténue entre la vie et la mort s'est transformée en témoignage d'un miracle. Quand la chirurgie prit fin et que Gabriel fut transféré en soins intensifs, je restai quelques minutes seul dans la salle, assis sur une chaise dans un coin. Le bruit des pas de l'équipe qui s'éloignait résonnait encore, mais à l'intérieur de moi, il y avait un silence profond. J'avais passé des années à étudier, à m'entraîner, à accumuler de l'expérience dans des hôpitaux et des blocs opératoires. J'avais toujours fait confiance à la science, car elle nous donne des outils concrets pour lutter contre la mort. Mais cette nuit-là, j'ai compris que la science n'est pas toujours suffisante pour expliquer ce que nous vivons. Je savais que, selon les statistiques, Gabriel n'aurait pas dû survivre. La quantité de sang perdu, le temps passé en choc hypovolémique, les signes vitaux presque inexistants, tout indiquait une fin tragique. Et pourtant, il était vivant. Plus encore, il était stable. Alors que j'enlevais mes gants chirurgicaux et que je regardais mes mains tachées de sang, une pensée m'a traversé l'esprit. Combien de fois croyons-nous dominer complètement la vie, alors qu'en réalité, nous ne sommes que des instruments? Je ne dis pas que la médecine n'a pas été essentielle. Sans l'équipe, sans les techniques, sans chaque geste synchronisé, Gabriel n'aurait jamais eu la moindre chance de revenir. Mais au fond, nous savions tous, dans cette salle, qu'il y avait eu quelque chose de plus. Un moment qui avait échappé aux équations, aux directives et aux explications logiques. Je me souviens avoir marché dans le couloir et avoir trouvé sa mère, assise sur une chaise, les mains tremblantes, serrant un chapelet. Quand je me suis approché, elle a levé ses yeux embués et a demandé presque sans voix, « Mon fils, est-il vivant ?» J'ai senti un nœud dans ma gorge, et j'ai répondu avec la fermeté que seule la vérité peut porter, « Oui, il est vivant. » À cet instant, elle s'est effondrée en larmes, mais c'était des larmes de soulagement, de gratitude. Elle a serré mes mains comme si j'avais fait quelque chose au-delà du possible. Mais au fond, je savais que ce n'était pas seulement mon mérite. Cette histoire m'accompagne encore aujourd'hui, car elle me rappelle quelque chose d'essentiel. La médecine est faite de science mais aussi d'humanité. Nous ne pouvons pas ignorer l'inexplicable. Peu importe comment chacun l'appelle, foi, énergie, destin, miracle, le fait est qu'il existe des moments où l'impossible se manifeste sous nos yeux. Et je veux m'adresser directement à vous qui êtes en train de m'écouter. Peut-être avez-vous déjà traversé une situation où il n'y avait aucune issue apparente. Peut-être avez-vous senti le sol disparaître sous vos pieds, et pourtant quelque chose est arrivé, un détail, une coïncidence, une force que vous ne savez pas nommer, et vous avez pu continuer. Si vous avez déjà vécu cela, vous comprenez ce que je veux dire. En tant que médecin, j'ai appris à valoriser chaque battement de cœur, chaque respiration qui insiste à continuer. Parce que la vie, aussi fragile soit-elle, trouve toujours une manière de nous surprendre. Et c'est cela que je retiens de cette histoire. La certitude que nous ne sommes pas maîtres du destin, mais seulement ses témoins. Quand je suis sorti de l'hôpital ce matin-là, le soleil commençait déjà à se lever. J'étais épuisé, les épaules lourdes après des heures debout, mais il y avait en moi une sensation que je ne peux décrire seulement avec des mots. C'était un mélange de gratitude, de respect et d'humilité devant ce qui venait de se passer. L'image de Gabriel, respirant de manière stable après tout ce que nous avions traversé, était la preuve vivante que la vie garde toujours des cartes que nous ne pouvons pas prévoir. J'étais entré dans cette salle prêt à lutter avec toutes les armes de la science, mais j'en suis sorti en me rappelant que, parfois, ce qui arrive va bien au-delà de ce que nous apprenons dans les livres. Et c'est pour cela que j'ai voulu partager cette histoire avec vous, parce que je sais qu'à un moment ou un autre de votre vie, vous aussi avez déjà été témoin de quelque chose qui n'avait pas d'explication, quelque chose qui a touché votre cœur et vous a fait repenser le monde autour de vous. Si cette histoire vous a touché, je voudrais vous demander quelque chose de très simple mais de très important. Laissez un like à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune des prochaines histoires que je partagerai ici, toutes réelles
toutes vécues dans des hôpitaux où la ligne entre la vie et la mort est si fine qu'un simple souffle peut tout changer. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de laisser votre commentaire. Écrivez quelque chose qui a du sens pour vous. Cela peut être la phrase « Je crois au miracle ». Cela peut être une expérience que vous avez déjà vécue ou même un mot d'espérance pour quelqu'un qui en a besoin. Chaque commentaire n'est pas seulement un chiffre. C'est une partie d'une chaîne qui peut porter ce message à beaucoup plus de personnes. YouTube ne diffuse ce contenu que s'il y a de l'interaction. Et j'ai besoin de vous pour que cette histoire atteigne ceux qui, en ce moment même, pourraient avoir besoin d'une dose de foi, de courage ou même de réconfort. Parce qu'au bout du compte, peu importe que vous soyez médecin, patient, membre de la famille ou simple spectateur, nous portons tous en nous la même certitude. La vie est un mystère, et parfois, face à elle, tout ce que nous pouvons faire, c'est croire. Les premières heures après l'opération furent d'une incertitude totale. Gabriel avait résisté à l'intervention, mais son corps restait fragile, instable, comme une flamme qui vacille au moindre souffle. La réanimation devint son nouveau champ de bataille. Je suis passé plusieurs fois à son chevet pour suivre de près son évolution. Le moniteur cardiaque montrait désormais un rythme régulier, encore délicat, mais ferme. Le respirateur mécanique maintenait l'air qui entrait et sortait de ses poumons, et chaque mouvement était surveillé attentivement par l'équipe infirmière. Dans cette atmosphère silencieuse, seulement interrompue par le bip constant des machines, la scène paraissait irréelle. De l'extérieur, quelqu'un aurait peut-être vu simplement un patient de plus, relié à des fils et des tubes. Mais pour moi, qui avait senti sa vie nous glisser entre les mains, chaque battement de cœur était comme le son d'une victoire. Dans le couloir, j'ai de nouveau rencontré sa mère. Cette fois, elle ne m'a rien demandé. Elle m'a seulement serré dans ses bras, fort, comme quelqu'un qui veut remercier sans mots. Je pouvais sentir le soulagement dans le tremblement de ses mains. Et c'est à ce moment que j'ai compris quelque chose. Parfois, l'espérance d'une famille est ce carburant invisible qui soutient aussi une équipe médicale. Au cours de la nuit suivante, je n'ai cessé de revoir mentalement chaque détail de l'opération. Est-ce que quelque chose que nous avions fait avait été décisif? Était-ce la technique, la rapidité, la synchronisation de l'équipe? Ou y avait-il eu quelque chose de plus? Aussi loin que j'ai cherché des explications logiques, il restait un vide que rien ne pouvait combler. Et ce vide me rappelait quelque chose que, souvent, les médecins n'avouent pas. Nous aussi, nous nous sentons impuissants. Nous aussi, nous avons besoin de croire qu'il existe quelque chose au-delà de nos capacités. 2 jours plus tard, Gabriel ouvrit les yeux. Sa voix faible avait du mal à former des mots, mais je me souviens parfaitement de la première phrase qui sortit de sa bouche. « Je suis vivant ». J'ai souri. J'ai serré sa main et j'ai répondu « plus vivant que jamais ». Il n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. Il ne savait pas qu'il avait frôlé la ligne ténue qu'il avait traversée, ni du combat que nous avions mené, pendant que son cœur semblait vouloir abandonner. Mais peut-être valait-il mieux ainsi. Parfois, le miracle n'a pas besoin d'être compris, seulement vécu. Et pour l'équipe, son rétablissement fut comme un rappel silencieux qu'il vaut la peine de supporter les nuits les plus longues, les gardes les plus dures et les batailles les plus difficiles. Parce que lorsque la vie l'emporte, chaque effort trouve son sens. Dans les jours qui suivirent, l'hôpital sembla avoir changé d'atmosphère. Ce n'était pas courant qu'un cas aussi grave ait une issue positive. Toute l'équipe continuait à commenter ce qui s'était passé cette nuit-là. Certains parlèrent de chance, d'autres de coïncidence. Mais dans le regard de chacun, je percevais quelque chose de plus profond. Tous savaient qu'ils avaient été témoins de quelque chose qui dépassait la routine médicale. L'une des infirmières, qui avait travaillé à mes côtés durant l'opération, m'a retrouvé dans le couloir et m'a dit à voix basse « Docteur, je n'ai jamais vu quelque chose de pareil. Au moment où ces signes vitaux ont disparu, j'étais prête à vous entendre déclarer le décès. Mais quand il est revenu, j'ai ressenti quelque chose que je ne sais pas expliquer, comme si quelqu'un lui avait rendu sa vie exprès. Ces paroles sont restées gravées en moi, parce qu'elles n'étaient pas seulement les siennes. D'autres professionnels m'ont aussi confié des impressions similaires. L'anesthésiste, connu pour sa froideur et sa rationalité, a admis « Je ne suis pas du genre à croire au miracle, docteur. Mais cette nuit-là, j'ai douté de mes propres certitudes. Et moi aussi j'étais partagé. En tant que médecin, j'avais appris à chercher des explications scientifiques à tout. J'avais besoin de croire aux protocoles, aux examens, aux réponses concrètes. Mais en tant qu'être humain,
Je ne pouvais pas ignorer la sensation qu'il y avait eu quelque chose de plus grand en jeu. Le soir, seul chez moi, j'ai repensé au nombre de fois où j'avais été confronté à la mort. Parfois, j'avais tout fait correctement et malgré tout, j'avais perdu des patients. D'autres fois, comme dans le cas de Gabriel, tout semblait perdu, mais la vie trouvait un passage pour se maintenir. Et je me suis alors demandé, jusqu'où va la science et où commence le mystère de l'existence? Ce dilemme n'était pas seulement le mien, toute l'équipe portait la même inquiétude. À la cafétéria, des jours plus tard, on en parlait encore. Certains disaient « c'était Dieu ». D'autres préféraient dire « son corps était jeune et a réagi à la dernière seconde ». Mais, au fond, tous savaient qu'il y avait dans cette histoire quelque chose qui ne s'ajustait pas totalement aux explications habituelles. Je me suis également souvenu de la mère de Gabriel. Quand je lui ai annoncé que son fils était stable, ses yeux se sont illuminés d'une manière que je n'oublierai jamais. Elle ne m'a pas remercié comme on remercie un médecin. Elle m'a remercié comme quelqu'un qui reconnaît que quelque chose s'était produit au-delà de la compréhension. Et peut-être que c'est le point central de cette histoire. La médecine nous donne des instruments, mais pas toutes les réponses. Il y a des moments où nous devons accepter que la vie est plus grande que n'importe quel manuel, plus grande que n'importe quelle statistique. Et je le dis avec humilité, cette nuit-là, même si je tenais le bistouri, je n'ai pas été le véritable responsable du salut de Gabriel. J'ai seulement été le témoin de quelque chose qui a dépassé toute logique. Quelques jours plus tard, je suis retourné en soins intensifs pour visiter Gabriel. Il n'était plus branché aux appareils. Il respirait par lui-même, plus fort. Quand je suis entré dans la chambre, il a souri, encore fragile mais vivant. « Docteur, ma mère dit que vous m'avez sauvé », dit-il d'une voix basse. Je l'ai regardé et j'ai répondu avec sincérité. « Nous avons fait notre part, mais il y a eu cette nuit quelque chose que moi-même je ne sais pas expliquer. Tu as reçu une seconde chance. Profites-en. » Ses yeux se sont remplis de larmes, pas de peur, mais de gratitude. Et à ce moment, j'ai compris que cette histoire n'était pas seulement celle d'une chirurgie. C'était une histoire de vie et de la façon dont parfois l'impossible décide de se manifester sous nos yeux. En sortant de l'hôpital, j'ai pensé au nombre de fois où nous marchons dans ce monde en croyant que nous contrôlons tout. Nous croyons être les maîtres de notre destin, que nous pouvons prévoir et calculer chaque pas. Mais au fond, la vie est pleine de brèches par lesquelles le mystère s'infiltre. Et lorsque cela arrive, peu importe qui vous êtes, médecin, patient, proche ou simple spectateur, nous sommes tous rappelés à notre fragilité et en même temps à la grandeur de l'existence. Je n'ai jamais oublié cette nuit de chirurgie et je l'avoue, chaque fois que j'entre dans une salle, je porte avec moi non seulement les techniques que j'ai apprises, mais aussi le souvenir qu'il existe des forces que nous ne maîtrisons pas. Je voudrais conclure ce récit en laissant un message pour vous qui m'écoutez. Prenez soin de votre vie, comme du bien le plus précieux qui soit. Valorisez chaque battement de votre cœur, chaque respiration, chaque personne qui marche à vos côtés, parce qu'au bout du compte, nous ne savons pas quand la vie décidera de nous surprendre. Et si un jour vous sentez que vous êtes arrivé au bout, souvenez-vous de Gabriel. Souvenez-vous que même lorsque tout semble perdu, il peut encore exister un recommencement. Avant de terminer, je dois vous demander, si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles. Et dans les commentaires, écrivez « Je crois au miracle ». Votre interaction aide ce message à atteindre beaucoup plus de personnes et peut-être, qui sait, ce sera exactement ce dont quelqu'un a besoin pour retrouver l'espérance aujourd'hui. Et n'oubliez pas, la prochaine vidéo est déjà en préparation. Je ne vais pas révéler le thème, mais je peux vous garantir qu'elle sera aussi marquante que celle-ci, peut-être même davantage. Alors restez avec moi. À travers chaque récit, vous découvrirez que la vie dans un hôpital recèle des secrets, des mystères et des leçons qu'aucun de nous ne devrait ignorer. Parce que je suis médecin. Et malgré toute mon expérience, il y a des choses que je n'oublierai jamais. Et celle-ci en fait partie. Les premières heures après la chirurgie avaient été critiques, mais désormais, Gabriel montrait des signes de rétablissement. Chaque jour en soins intensifs ressemblait à une victoire silencieuse. Les machines qui maintenaient son souffle devenaient progressivement inutiles, et ses organes répondaient mieux que ce que nous avions osé espérer. 2 jours plus tard, il avait ouvert les yeux, et une semaine après, il pouvait déjà respirer seul, parler doucement et même sourire. Pour lui, ce n'était qu'un passage douloureux, un accident suivi d'une opération.
Mais pour nous, qui avions vu sa vie s'échapper, son réveil était bien plus que cela. C'était la preuve vivante que l'impossible peut arriver. L'hôpital tout entier semblait différent. Les infirmières, les médecins, même les techniciens qui d'habitude s'enfermaient dans la routine, parlaient encore de ce cas. Certains insistaient pour dire qu'il s'agissait d'un hasard, d'autres que son corps était jeune et fort. Mais au fond, chacun savait que cette nuit avait dépassé ce que nous étions capables d'expliquer. Un anesthésiste, habituellement sceptique, est venu me voir et a dit « Docteur, je ne suis pas croyant, mais cette nuit-là j'ai senti que quelque chose que nous ne contrôlons pas était présent. Et il n'était pas le seul. Plusieurs membres de l'équipe ont avoué avoir ressenti la même chose. Ce fut comme si l'espace. D'un instant, nous avions tous perçu que la vie n'appartient pas qu'à la science, ni qu'aux chiffres. Je me rappelle encore de la mère de Gabriel. Lorsque je lui ai annoncé qu'il était stable, ses yeux se sont illuminés d'une gratitude que je n'oublierai jamais. Elle m'a serré les mains et a pleuré. Mais ce n'était pas le merci adressé à un médecin. C'était le merci d'une mère qui avait vu un miracle. Et peut-être est-ce cela le plus important. La médecine nous offre des instruments, mais elle ne nous donne pas toutes les réponses. Parfois, il faut admettre que la vie est plus grande que nous. Quelques jours plus tard, quand je suis allé le voir dans sa chambre, Gabriel souriait. Il était encore faible, mais son regard brillait. Il m'a dit d'une voix basse « Docteur, ma mère dit que vous m'avez sauvé. » Je lui ai répondu « Nous avons fait ce que nous devions faire. Mais cette nuit-là, quelque chose que je ne peux pas expliquer est intervenu. Tu as reçu une seconde chance. Profites-en. » Ses yeux se sont remplis de larmes, non pas de peur mais de reconnaissance. Et à ce moment-là, j'ai compris que cette histoire ne parlait pas seulement de médecine, mais de la vie elle-même, et de la façon dont, parfois, le mystère décide de se manifester. Depuis ce jour, je n'ai jamais cessé d'entrer dans une salle d'opération en me souvenant de cette leçon. Nous ne contrôlons pas tout. Nous ne faisons que participer à quelque chose de plus grand que nous. Et si vous écoutez mon récit aujourd'hui, je veux que vous emportiez une chose avec vous. Valorisez la vie. Chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque instant partagé avec ceux que vous aimez. Parce qu'on ne sait jamais quand le mystère viendra nous rappeler que, face à l'existence, tout ce que nous pouvons vraiment faire, c'est croire. Parce que je suis médecin. Et malgré toutes mes années d'expérience, il existe des histoires que je n'oublierai jamais. Et celle de Gabriel en est une.